Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait un break. Depuis mercredi dernier, j'étais au soleil, à la montagne. Alors, avant de partir, j'avais déjà comme sentiment de culpabilité qui me prenait à la gorge. Comment pouvais-je vous laisser tomber juste au moment où la saison des trimestriels commençait, juste au moment où Trump, sous amphétamine euphorisante, oui, bon, ça c'est plutôt un état normal pour Trump, mais il y a aussi le shutdown, les craintes du private equity qui augmentent, les plans de paix qui poussent dans tous les coins, pas bon pour l'armement du tout, et la France qui voit son rating réduire encore un peu plus. Plein de raisons qui faisaient que j'aurais pas dû partir en vacances. Mais bon, je suis parti quand même. Et c'était un beau bordel, même si le S&P 500 signait quand même sa plus belle semaine depuis 3 mois. La volatilité s'est quand même rappelée à nos bons souvenirs. C'est la beauté des marchés, hein. Ils ont la mémoire d'un poisson rouge et la bullish attitude d'un taureau de concours. En une semaine, on est passé de la panique bancaire à l'euphorie boursière, du chaos politique à Washington à la détente diplomatique entre Trump et Xi Jinping, d'un 10 ans américain sous 4% à des records sur le S&P 500. Tout le monde a tremblé, tout le monde a crié au loup, et tout le monde a fini par acheter quand même en fin de semaine. Résultat, le S&P 500 signe sa meilleure semaine depuis le mois d'août, les rendements remontent, le VIX reflue, et les mêmes investisseurs qui voyaient la fin du monde mardi dernier se félicitaient vendredi d'avoir gardé leur sang-froid. Mais derrière ce calme apparent, le marché bruisse d'une espèce d'inquiétude latente, la peur que sous les bilans impeccables et les résultats mirobolants se cachent des fissures, des bulles de crédit et quelques cafards. Bienvenue dans ce Morning Bull Live version XXL, nous sommes le 20 octobre 2025, je suis Thomas Veillet, pas forcément plus reposé, mais de retour quand même. Et aujourd'hui, la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce qu'il faut faire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Tout est donc parti d'une phrase, une seule phrase. Jamie Dimon, le boss de JP Morgan, l'homme que Wall Street écoute comme un oracle, a tout simplement lâché calmement: quand tu vois un cafard, c'est qu'il y en a d'autres. Alors bien sûr, sorti de son contexte, c'est une phrase qui fait penser à des produits anti-rampants ou d'un spécialiste de la désinfection qui te parle de son dernier boulot. Mais quand c'est Dimon qui te parle du private credit, qui ne cesse de faire de plus en plus de bruit, c'est pas bon. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. Et ça rappelle surtout que les banques sont toujours prêtes à tout pour faire de l'argent, même à prendre des risques inconsidérés. Après les paroles de Dimon, le marché du crédit s'est donc rappelé que sous les bilans reluisants se cache toujours un petit peu de moisissure dans tous les coins. On se souvient que First Brands, fournisseur américain de pièces détachées pour voitures, s'est effondré et est parti en faillite. Dans un silence quasi gêné, l'UBS et Jefferies avaient cotisé à raison de plus d'1 milliard. Et puis, dans la foulée, c'est Tricolor Holding qui est parti en faillite. Rien de systémique en soi, mais suffisant pour réveiller les mauvais souvenirs de 2008. Tricolor Holding, c'était un groupe américain actif dans deux activités: la vente de voitures d'occasion via un réseau de concessions majoritairement situé dans le sud-ouest des États-Unis. Et last but not least, le financement de ces mêmes voitures était fait via des prêts subprime, c'est-à-dire accordés à des emprunteurs faibles ou sans historique de crédit. Le modèle concernait donc un vendeur de voitures qui faisait aussi le financement. On achète une voiture, on propose un prêt in-house, souvent à des clients exclus du système bancaire standard. Les traders ont commencé à scruter les bilans des banques régionales à la loupe, et Zion Bancorp avoue avoir une perte de 50 millions sur ses prêts commerciaux. Panique immédiate, les cafards du crédit selon Dimon étaient de retour. Résultat, jeudi, c'était le carnage sur les bancaires, et le lendemain, rebond généralisé. Le KBW Banking Index reprenait 1,7% après en avoir perdu 5 la veille. Un miracle? Non. Pas vraiment un miracle, c'est juste Wall Street dans toute sa splendeur en ce moment. On panique, et puis dans les heures qui viennent, on oublie pourquoi on a paniqué. Aujourd'hui, il suffit tout simplement d'une nuit pour digérer la panique. Traduction, les bilans bancaires sont solides, tant que personne n'ose trop regarder dedans à l'intérieur. Mais Dimon, lui, n'a pas lâché le sujet. Il a déclaré: c'est pas notre plus beau moment avec Tricolor, mais ce genre de perte rappelle que le système regorge de zones d'ombre et qu'il faut être prêt
ainsi qu'il y en ait d'autres. Un avertissement à peine voilé à tous ceux qui pensent que la Fed peut durer éternellement. C'est donc là tout le paradoxe. Pendant que les marchés chassent les cafards, les banques, elles, annoncent des résultats records. JP Morgan, Goldman, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Morgan Stanley, tout le monde a pulvérisé les attentes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Morgan Stanley plus 80% sur les revenus d'introduction en bourse, Wells Fargo plus 25% sur les commissions d'investissement, JP Morgan baisse du taux des pertes attendues sur les cartes de crédit de 3,6% à 3,3%, Citi recule des créances douteuses, BofA, CFO hilar, portefeuille de crédit plus solide que jamais. Bref, l'Amérique bancaire tourne à plein régime, le consommateur dépense, les PM résistent et même les défauts sur le crédit de consommation s'effritent. Mais sous la surface, certains chiffres commencent à grincer. Le Beige Book de la Fed évoque déjà un ralentissement de l'activité, une érosion des marges et des licenciements en hausse dans plusieurs secteurs. L'économie américaine vit un paradoxe fascinant, des indices boursiers proches de leurs records historiques, une consommation qui résiste, en théorie, mais un moral des ménages qui est au plus bas depuis 10 ans. Et même si on ne connaît pas les chiffres de l'emploi pour cause de shutdown, on sait que ça ne va pas bien de ce côté-là. On le sait, on le sent, on en est convaincu. C'est un peu l'économie de Schrödinger, à la fois en pleine forme et en même temps en agonie. Une économie de Schrödinger, c'est celle où le chômage est à 3%, le PIB monte et la bourse bat des records. Mais tout le monde a l'impression d'être fauché et de souffrir de l'inflation. En théorie, tout va bien. En pratique, personne n'y croit, et Jamie Dimon le sait, quand tout va trop bien, et c'est rarement durable. La dernière fois qu'il a dit « tout va bien, mais restez prudent », c'était en 2007. 20e jour sans gouvernement, sans salaire pour une montagne de fonctionnaires. Ce qui devait être un simple désaccord budgétaire est donc devenu un blocage total, et les paris de marché tablent désormais sur plus de 40 jours de shutdown, ce qui pourrait battre le record. Les causes, toujours les mêmes, les républicains veulent supprimer les subventions Obamacare, les démocrates refusent, et la Maison-Blanche regarde le chaos en se prenant la tête avec les Chinois de l'autre côté. Conséquence, les fonctionnaires ne sont plus payés, les aéroports manquent de personnel, et certains contrôleurs aériens sont déjà en train de menacer d'arrêter de travailler. Résultat, chaque semaine de blocage coûte 0,2% de PIB à l'économie américaine. À ce rythme-là, d'ici Thanksgiving, l'Amérique aura perdu un demi-point de croissance et beaucoup de crédibilité. Mais Wall Street, lui, reste d'un calme olympien. Les investisseurs savent que les salaires seront rattrapés après coup et que tant que l'armée touche sa paye, a priori, le reste devrait suivre. Le problème dans tout ça, c'est la confiance. Un pays où les employés du gouvernement font la queue pour la soupe populaire, ça finit toujours par casser un tout petit peu l'ambiance. Et au milieu de cette pagaille, la Fed observe, impassible. Les marchés anticipent 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année, on sait, dont une dans 10 jours. Sous les 4%, le rendement de 10 ans est considéré comme un espèce de signal de la trouille. Plus il baisse, plus la peur monte. La peur d'un accident de crédit augmente, la peur d'une récession politique augmente. Et vendredi dernier, on est allé chercher les 3,94%. Mais heureusement, soulagement, on est revenu juste au-dessus des 4% parce que Trump, il veut faire copain-copain avec Xi Jinping. Xi Jinping n'a pas confirmé son envie de faire copain-copain avec Trump, mais bon, nous de notre côté, on s'en fout, on regarde Trump. Et pendant que les États-Unis tournent au ralenti, l'Europe fait sa crise d'identité budgétaire. Enfin, c'est surtout la France qui fait sa crise d'identité. Après le sketch politique de ces dernières semaines, le sketch organisé par le clown en chef de l'Élysée qui ne veut pas rendre les armes, l'Assemblée nationale, aidée par la trahison des socialistes, ont confirmé le gouvernement de branquignol de Sébastien Lecornu. Cependant, Standard & Poor's ne s'y est pas trompé. Ça n'est pas en augmentant les impôts encore une fois et en rendant la France encore plus un enfer fiscal qu'elle ne l'est déjà que la dette et le déficit vont s'améliorer. Plus personne ne croit le système Macron et Standard & Poor's a décidé de downgrader la note française à A+, une dégradation non prévue, mais signe que la maison est en train de cramer quand même. La France perd donc son debelé. Ça ne surprend personne, et elle rejoint l'Espagne et le Portugal dans la catégorie bons élèves en rattrapage. Sauf que l'Espagne et le Portugal sont en train de monter dans l'échelle des notations et que la France s'enfonce, et ça n'est certainement pas terminé. Sûrement pas. Le déficit reste au-dessus des 5%, la réforme des retraites a été suspendue, et l'instabilité politique est à son comble. Des premiers ministres en série, un parlement fracturé, un gouvernement minoritaire et un 49-3 remisé au placard. S&P parle de la plus grave instabilité depuis 1900.
1958 en France. Belle façon de finir son mandat présidentiel. Il aura même temps de laisser les rênes à sa femme, si c'est pas déjà fait depuis des années. Et pendant ce temps-là, Rome remonte dans le classement puisque DBRS relève la note italienne à A, sa meilleure depuis 2018. Pourquoi ? Parce que Meloni a tenu la barre. Elle, 2 ans de stabilité politique, un déficit en dessous des 3%, des impôts allégés pour la classe moyenne et un plan crédible de réduction de la dette. Et puis récemment, ils vont encore taper dans le porte-monnaie des banques quand l'État a besoin d'argent. Résultat, le spread Italie-Allemagne retombe à 80 points de base contre 220 en 2022. Et pour la première fois depuis 30 ans, les marchés font plus confiance à Rome et qu'à Paris. Le monde à l'envers ? Peut-être. Mais une chose est sûre, quand l'Italie fait mieux que la France en rigueur budgétaire, c'est que la zone euro a clairement changé d'époque. Et puis on parlait tout à l'heure du private credit aux États-Unis. Eh bien la panique du crédit américain s'exporte puisque les géants du private equity européen, CVC, QT, Partners Group, ICG, ont vécu une sale semaine. Le marché découvre que le private credit censé être la solution miracle au désendettement bancaire est devenu une bombe à retardement de 1000 milliards de dollars et plus. Un secteur opaque, non régulé, où les mêmes structures financent, empruntent et garantissent leurs propres produits. On connaît l'histoire, il y a comme un arrière-goût déjà vu, un joli château de cartes. La Bundesbank a prévenu, nous devons surveiller de très près ce marché et le FMI a renchéri en disant que le risque systémique latent augmente. Alors quand 2 des institutions les plus soporifiques du monde commencent à s'inquiéter, c'est rarement pour rien. Petit détour par la Suisse, on croyait tous que le géant suisse de la bouffe était endormi, englué dans ses process et ses PowerPoint, et le voilà qui tout d'un coup s'est réveillé la semaine passée. Ça faisait un bon moment qu'on attendait quelque chose, et si possible autre chose que des histoires d'adultes entre dirigeants et subordonnés. La croissance organique est de plus 4,3%, la croissance interne est de plus 1,5%, et une action qui bondit de 9% en séance la semaine dernière, du jamais vu depuis bien des années chez Nestlé. C'est le retour du vieux Nestlé, celui des marges grasses et des communiqués de presse ennuyeux qui rassurent les géants obligataires, sauf qu'entre les lignes, la réussite a un goût amer. 16 000 emplois supprimés d'ici 2027, histoire de dégager 3 milliards d'économies. Officiellement, on parle de recentrer les ressources sur les segments à fort potentiel. Traduction, on remplace les humains par des algos et on appelle ça efficacité. Et pour une fois, le marché, il a adoré. Le nouveau management semble avoir réussi un petit miracle, redonner du rythme à une multinationale de 270 000 employés en misant sur des produits les plus emblématiques. Le café qui bondit de 8%, le chocolat plus 7,5% et même les animaux de compagnie, le business du Croquet Power continue de rapporter très gros. Les marchés développés progressent modestement, plus 2,1%, mais les émergents carburent avec plus 5,2%. C'est l'ombre au tableau, la Chine. Le géant asiatique, jadis Eldorado de Nestlé, affiche une chute de plus de 10% victime d'un consommateur local qui boude le Made in Europe et d'un changement de direction raté. Mais qu'importe, Nestlé refait briller la formule magique du capitalisme de précision Made in Switzerland, froid, chirurgical et rentable, comme un couteau de fils en inox. Ça fait pas rêver, mais ça fait au moins remonter le titre. Par contre, il est absolument sidérant de voir que dans la foulée de l'annonce de la semaine dernière, les analystes sont restés de marbre et trouvent généralement le dossier peu inspirant. Nestlé remonte enfin, mais la conviction des experts n'est pas encore revenue. Et puis dans la série des géants fatigués qui reviennent au top, il faudra aussi citer LVMH, la boîte de Bernard Arnault qui a souvent été donnée pour has-been ces derniers temps, vient donc de rappeler à tout le monde pourquoi il ne faut jamais enterrer trop vite le secteur du luxe. Comme Nestlé, le titre a également vécu sa séance d'explosion de la semaine, plus 12% en une séance, un mouvement historique qui a ajouté 80 milliards d'euros de capitalisation à l'indice CAC 40, dopant au passage Hermès plus 7%, Richemont plus 6% et Kering plus 5%. Après des trimestres de doute, le groupe sort une croissance organique de plus 1% au Q3, là où le consensus voyait encore du rouge, et c'est surtout la division mode et maroquinerie, cœur du moteur, qui a fait mieux que prévu. Louis Vuitton limite la casse à moins 2% contre moins 3,9% attendu. Dior recule un peu mais continue d'imprimer des billets de banque à chaque défilé, et la division parfum et beauté retrouve des couleurs grâce à Sephora qui est devenue la banque centrale du glamour. Mais le vrai coup de théâtre, c'est le retour du client chinois. Après 2 ans de diète post-Covid, le consommateur asiatique revient dans les boutiques, pas dans les duty free, mais dans les vrais magasins. En Asie, hors Japon, le chiffre d'affaires repasse dans le vert, plus 2%. C'est pas une explosion, mais c'est une inversion de tendance qui change tout. Entre la chute libre qui s'est arrêtée et le marché qui redémarre un petit peu. La directrice financière l'a dit sans détour, on ne s'est pas contenté d'attendre le retour du client, on est allé le chercher. Nouvelle boutique, nouveau
directeur créatif, nouvelle collection. Le groupe s'est réinventé avant même d'être en crise. Et ça, c'est la force de Bernard Arnault, anticiper la fatigue avant qu'elle ne se voit trop. Résultat, LVMH redevient la locomotive du luxe européen, une machine à cash de près de 300 milliards d'euros de capitalisation, est plus puissante que le PIB de la Finlande. Et dans un monde en perte de repères, c'est presque rassurant de voir qu'un sac Vuitton reste encore un objectif en soi. Et alors que plus personne n'en voulait à 450 €, voici que le titre termine la semaine à 605 € et que toute la gauche française y trouve à nouveau le moyen de régler définitivement le problème de la dette française, bien qu'il n'ait toujours pas compris le concept d'actionnaire ni le concept de la différence entre un gain en capital et un bénéfice net. On a parlé des banques qui ont cartonné aux USA, mais il faut aussi aborder le sujet de Julius Baer. Julius Baer, c'est la banque privée qui voulait jouer aux promoteurs immobiliers, et comme souvent, quand les banquiers s'improvisent dans ce qu'ils ne sont pas, eh bien ça ne se termine pas bien et ça coûte très cher. Après le fiasco Signa, 586 millions de francs suisses envolés en 2023, voilà que tombe Degag, un promoteur résidentiel allemand qui laisse derrière lui 1,1 milliard d'euros de dette. La perte potentielle pour Julius Baer, 48 millions d'euros, soit plus que ses bénéfices annuels réalisés en Allemagne. Mais que l'on se rassure, le CEO Stefan Bollinger promet la fin de ce genre d'aventure. C'est marrant parce qu'on a déjà entendu la même histoire quand c'est Signa qui partait en vrille, mais cette fois c'est pour de vrai. C'est pour de vrai, fini les prêts exotiques, retour à la gestion de fortune, la vraie. On va calmer le jeu, il a dit. Bon, on peut que le croire, hein, mais au bout d'un moment, faut pas non plus nous prendre pour des lapins de 6 semaines. Mais le marché, lui, il reste encore vachement rancunier, hein, entre Signa et Degag. Les investisseurs commencent à se demander si Julius Baer n'est pas en train de devenir la banque des promoteurs maudits, et surtout si la maison zurichoise n'a pas oublié son ADN, la prudence suisse. Oui, parce qu'à force de vouloir faire fructifier l'argent de ses clients plus vite, elle a fini par leur en faire perdre. Et c'est toute la différence entre une banque privée et une banque d'affaires. Les premières vendent du calme et les secondes vendent du risque. Quand une banque privée se met à vendre du risque, il faut qu'elle commence à se poser des questions sur ses réelles ambitions. Et quand on voit ce qui se passe chez Baer, on se demande si on a vraiment pris la mesure de ce qui se passe là-bas depuis quelques années. Et nous voici donc au passage probablement le plus ironique de la semaine. Une simple conversation téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et les marchés de la défense ont explosé, mais à la baisse. Moins 6% pour Rheinmetall, moins 8% pour Hensoldt, moins 5% pour Leonardo, moins 4% pour BAE Systems. Une correction éclair, la plus violente depuis l'été. La raison est à chercher tout simplement dans un seul mot, sommet de la paix. Oui, bon d'accord, ça fait plusieurs mots, mais bon, peu importe. Donc Trump et Poutine ont annoncé vouloir se rencontrer à Budapest pour discuter d'un accord possible sur l'Ukraine. Et comme d'habitude, le marché a réagi plus vite que la diplomatie. Le simple espoir d'un cessez-le-feu a suffi pour déclencher des ventes massives sur le secteur de l'armement. Et c'est toute la schizophrénie du capitalisme moderne. Les mêmes qui prient pour la paix sur X vendent leurs actions Rheinmetall dès qu'elles semblent approcher. On appelle ça la logique du acheter la guerre et vendez la paix. Elle fonctionne à merveille depuis 2 ans. Mais soyons lucides, entre un appel productif et une paix réelle, il y a un gouffre. L'industrie de la défense européenne n'a pas fini de prospérer parce que même les trêves coûtent cher à sécuriser, d'ailleurs peut-être même plus que les guerres elles-mêmes. Et comme le disait un analyste en fin de semaine, et si la paix échoue, les cours remonteront. Voilà, on peut dire que c'est cynique, et oui, c'est vrai, c'est cynique, mais par contre, c'est totalement réaliste. Et puis quand on voit le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas la semaine dernière qui est déjà en train de partir en miettes, on se dit que tout espoir n'est pas perdu dans le secteur. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas, Trump a également décidé de s'en prendre à l'industrie pharmaceutique. Enfin, c'est pas nouveau, mais disons que là, il veut s'en prendre à un angle spécifique de la pharmaceutique, la lutte contre l'obésité. Le jeudi soir sur Fox News, il a dégainé une nouvelle promesse électorale. Le Ozempic coûtera 150 $ et plus 1000 $. Et bam, 6% pour Novo Nordisk, moins 2% pour Eli Lilly, histoire de bien finir la semaine. Un tweet et 60 milliards de dollars de valorisation partis en fumée, mais politiquement, c'est encore un coup de maître. C'est le Make Ozempic Affordable Again, un slogan parfait dans un pays où 70% de la population est en surpoids. Le problème, c'est que derrière cette phrase, c'est tout un modèle économique qui vacille. Les médicaments anti-obésité, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, représentent la révolution médicale et financière de la décennie. Des molécules miracles qui font maigrir, réduisent le diabète et font exploser les marges des labos. Mais à 1000 $ par mois, seulement les riches peuvent s'offrir la minceur. Mais si Trump impose son plafond de 150 $, c'est une bombe à fragmentation pour les big pharma. Les volumes vont exploser, les marges vont s'effondrer et la rentabilité du marché américain
qui représente 80% des profits mondiaux de Novo Nordisk et Eli Lilly, fondra comme un kilo de beurre au soleil. Les négociations ont déjà commencé entre la Maison Blanche, les assureurs et les labos. On parle d'un plafond patient entre 150 et 200 $, mais quel que soit le compromis, le signal est clair, la santé devient politique. Et puis pour bien commencer la semaine, il faudra tout de même noter qu'en plus de tous les autres indicateurs qui disent que le marché est trop cher et qu'on arrive dans des zones dangereuses qui rappellent fortement les crises du passé, on vient de signaler à tout hasard que le margin debt américain était en train d'exploser les compteurs. C'est le genre de chiffre qui donne mal au cœur. Le margin debt vient de franchir la barre des 1,1 trillion de $. Oui, aux USA, 1100 milliards de dollars ont été empruntés pour acheter encore plus d'actions. En septembre seulement, les investisseurs ont rajouté 67 milliards de nouvelles dettes supplémentaires, histoire de bien appuyer sur l'accélérateur avant le virage, et ça sera sûrement pire en octobre. Alors pour ceux qui ne vivent pas dans un hedge fund, la margin debt, c'est l'argent que tu empruntes à ton courtier pour acheter plus d'actions et que tu ne pourrais normalement pas te payer. Tant que tout le monde, c'est le paradis, tu gagnes plus vite, mais quand ça baisse, tu perds encore plus vite et encore plus fort. Et si ça baisse trop, ton courtier t'appelle, et c'est rarement pour prendre de tes nouvelles, parce que c'est ce qu'on appelle un margin call. Tu dois vendre, souvent au pire moment, pour rembourser ce que tu dois. Ou alors recharger la machine avec encore plus d'argent. Et là où ça devient croustillant, c'est que cette montagne de dettes représente environ 2% de la valeur totale du S&P 500. Et c'est plus qu'à l'époque de la bulle Internet en l'an 2000. Alors non, ça veut pas dire que le crash est forcément pour demain, mais disons que le marché est bourré comme un étudiant un jeudi soir, tout va bien, et tant qu'il reste debout, mais le moindre faux pas, ça peut très vite partir en vrille. Quand les marchés sont gonflés à la dette, les petites corrections peuvent devenir de grosses chutes, parce que les investisseurs doivent vendre pour rembourser leurs prêts, et ces ventes forcées font encore plus baisser les prix. C'est le fameux effet boule de neige. Bref, à 1,1 trillion, le message est clair, tout le monde joue avec l'argent des autres, et tant que ça monte, personne ne se pose de questions, mais le jour où ça tourne dans l'autre sens, il n'y aura pas assez de chaises pour tout le monde quand la musique s'arrêtera. Ce matin, et pour bien commencer la semaine, l'Asie a décidé d'être de bonne humeur, tout le monde monte, tout le monde sourit, et même la Chine essaye de faire croire que tout va bien. À Tokyo, c'est champagne pour tout le monde, le Nikkei explose de près de 3% et pulvérise son record historique à 48 975 points. La raison, c'est la politique encore. Les marchés ont trouvé une nouvelle idole, Sanae Takaichi, alias Madame Dépenses Publiques Illimitées. Et les médias japonais annoncent qu'elle devrait devenir la première femme Premier ministre du pays après le vote de mardi, chose qui n'était pas encore certaine la semaine dernière. Et comme elle est connue pour être une colombe budgétaire, comprenez qu'elle adore dépenser et déteste les hausses de taux, les marchés lui déroulent le tapis rouge. En résumé, plus de dépenses, moins de rigueur, donc plus de champagne pour la bourse et plus de records. Le marché obligataire est laissé de côté, mais on y reviendra. Si, on y reviendra. Pendant ce temps, Pékin annonce un PIB en hausse de 4,8% sur un an, un poil mieux que les 4,7% attendus par les experts. Les indices locaux suivent avec des hausses de 0,7%. L'économie chinoise s'accroche grâce à ses exportations, pendant que la consommation et l'immobilier font toujours une sale gueule. Mais attention, derrière les chiffres un peu meilleurs que prévu, la réalité est un peu moins sexy. La croissance est au plus bas depuis un an, la déflation s'installe, les investissements privés s'évaporent et les tensions commerciales avec Trump version 2.0 repartent de plus belle, mais ça vous le savez. Bref, ça va bien en Chine, mais pas trop non plus. À Hong Kong, c'est le rebond de la dernière chance. Le Hang Seng reprend 2,5% après avoir touché un plus bas sur un mois et demi. Les valeurs technologiques massacrées la semaine dernière ont décidé de tenter un rebond. Et puis du côté des USA, les futurs S&P grimpent déjà de 0,3% ce matin. Tout le monde attend la pluie de résultats de la semaine. Netflix, Coca et L'Oréal pour demain, Tesla et SAP et Carrefour mercredi. Il y aura aussi des Unilever, Barclays, Procter & Gamble. C'est la moyenne semaine avant la toute grosse semaine la semaine prochaine. Il y aura aussi 2-3 banquiers centraux qui vont parler avant la black période précédant la réunion de la Fed de la semaine prochaine. Et sans surprise, tout le monde sait qu'on baissera les taux. Au fond, rien n'a changé. Le monde tourne, les marchés montent, Trump tweet, les banquiers rigolent et tout le monde fait semblant que tout est sous contrôle. Mais derrière les bilans impeccables et les discours rassurants, il y a toujours un espèce de petit bruit discret qui gratte tout derrière. Dans le noir, le bruit des cafards de Wall Street, ces petites bêtes qui sortent toujours quand la lumière est en train de baisser, les dettes planquées dans le private equity, les folies spéculatives de pays au margin debt et les gouvernements qui jouent avec les allumettes sur des barils de poudre budgétaire. On nous dit que tout va bien, même quand le Japon fête la dépense publique, même quand la Chine prétend croître sans consommer, et même quand l'Amérique vit à crédit en attendant sa prochaine baisse des taux. On sent bien qu'il y a un truc qui coince, mais on veut pas le voir. Pour l'instant, en tout cas, on veut pas le voir. Alors oui, le S&P 500 brille,
brille, le Nikkei flambe, LVMH rayonne et Nestlé redonne de l'espoir. Mais pendant qu'ils sabrent le champagne, le bruit des cafards continue sous la table. Et on espère juste qu'ils ne vont pas se reproduire en grand nombre. Voilà, c'est long pour commencer la semaine et demain on reprend le rythme habituel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Nous on se revoit demain pour un nouveau Morning Bull Live et d'ici là, soyez forts. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant des décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.